Alors effectivement, je vais vous parler du déploiement dans le Var, de ce que nous avons réalisé pour le parc d'éclairage public du syndicat. Donc pour préciser un peu les choses d'entrée, donc nous gérons 45 000 points lumineux à peu près sur le département en maintenance et pour 65 communes. Et donc nous avons, pourquoi est-ce que nous sommes intéressés au smart éclairage public? C'était en 2019 en fait, il y a déjà un petit peu de temps. Parce qu'il y avait un appel à manifestation d'intérêt de la région qui intervenait pour le compte du FEDER sur un projet qui s'appelait Territoire connecté. Donc, bien sûr, on a une veille pour détecter ce type d'appel à projet. Et il fallait répondre dans les 3 mois. Donc, imaginez pour un syndicat, c'est un délai très court, donc il fallait répondre très vite. Et grâce justement au fait que nous réalisons la maintenance des réseaux, avec toute la partie données, nous avons pu répondre très rapidement. Nous avons pu répondre très rapidement pour ce projet. Nous avons un taux de LED actuellement de 40% sur le parc. Et nous visons à fin 2025 80% de taux de LED. Pourquoi? Parce que nous avons pu bénéficier de la manne aussi du fonds vert. On a récupéré 3 millions d'euros de financement fonds vert. Là aussi, parce qu'il fallait répondre très vite. Vous avez tous eu le même sujet. Il fallait déposer sur les plateformes. Grâce aux données que nous avions, eh bien, on a pu déployer. Je vais avancer parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Ce n'est pas la peine de répéter. Mais bien évidemment... Aujourd'hui, on a beaucoup déployé du LED et il va falloir s'intéresser au 2.0 qui, à mon avis, est dans le smart éclairage public. Alors, pourquoi? Alors, quel est le type de déploiement que nous avons mis en place? Il s'agit d'un déploiement à l'armoire. Déjà, par rapport à ce qui a été présenté dans la précédente présentation. Pourquoi en armoire? Parce qu'à l'époque, quand on a déployé, il n'y avait pas encore toutes les solutions au point lumineux. Et puis, il était difficile, dans un délai de 3 mois, de pouvoir déployer soit un réseau LoRaWAN, soit... D'abord, on n'en a pas dans le Var. On a beaucoup de soleil et plein de choses, mais on n'a pas beaucoup de LoRa. Donc, il fallait bien trouver une solution. Et la solution la plus rapide pour nous, c'était de répondre à l'armoire. D'autant que nous avions, bien évidemment, toutes ces données. Alors... De quoi on parle? On parle bien sûr de commandes connectées de l'éclairage. Alors tout ce qui est allumage forcé à distance a été évoqué, paramétrage à distance. On surveille bien évidemment l'armoire parce que, je l'ai dit, nous avons la maintenance. Et ce que veulent les élus, bien évidemment aussi, il ne faut pas l'oublier, la base, c'est qu'il faut que le service de l'éclairage fonctionne. Il faut qu'il fonctionne tout le temps et qu'on puisse dépanner très rapidement. C'est ça aussi la base, il ne faut pas l'oublier. Donc cet outil nous permet de pouvoir intervenir plus rapidement et ce qui permet aux syndicats eh bien, justement d'apporter un niveau de qualité important et c'est ce que veulent les communes. Donc ça c'était une chose et puis on avait tout l'aspect connaissance du parc et remontée des éléments qui nous intéressaient, les consommations d'énergie notamment. On va en parler un petit peu après, on va voir que ce projet c'est qu'elle est pile poil dans l'augmentation du prix de l'électricité, et on va voir que ça a eu son incidence, bien évidemment, les alertes d'anomalies et les mesures d'économie. Voilà, donc nous, on souhaitait mettre en place cet outil de Smart, qui était la préfiguration d'un Smart, version 1, et puis ça c'est fait, on a été retenu par la région, et on a été financé par le FEDER. Vous aurez tous les chiffres après, mais voilà un petit peu la genèse de l'histoire. Alors, là aussi, je vais aller très vite, on en a beaucoup parlé. On sait que, grâce à ça, on connecte des objets. C'était aussi l'intérêt, bien évidemment, que nous avons vu dans ce type de projet. Alors, on va voir que parmi tous ces objets, il y en a un que nous avons mis en place, ce sont les caméras. Alors, on va voir après comment ça a été déployé, parce que tout le reste... Il s'agit d'un problème de compétences. Après, le syndicat a des compétences liées à l'éclairage, au réseau, à plein de choses, mais il n'a pas les compétences en vidéoprotection, et forcément, par exemple, ni d'autres compétences, et c'était un peu compliqué de pouvoir déployer d'autres choses. Alors, pour parler chiffres, nous avons installé donc 1131 horloges connectées pour 54 communes, pour un montant de travaux de 2,6 millions à peu près, et ça faisait 1,6 million à peu près de fournitures. Le FEDER, vous voyez quand même 1 268 000 euros pour un reste à charge des collectivités de 1 million d'euros. Voilà. Un financement très intéressant. On en a profité et tout a été déployé. Alors,
puisque c'est un REX retour d'expérience, il faut exposer les difficultés qu'on a pu rencontrer, parce que j'ai évoqué les avantages, mais il y a aussi des inconvénients, en tout cas dans la mise en œuvre, parce qu'on découvrait bien évidemment ce produit. Ça reste quand même de l'électronique. On rappelle que l'électronique et l'éclairage public et les réseaux, ça fait parfois pas bon ménage. Il faut donc le protéger, c'est un impératif. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a constaté un manque de place dans les armoires pour loger les modules. Donc ça, voilà, quand on est sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait ? On met des armoires à côté, on se débrouille. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un état des lieux à faire en préambule. Si vous avez l'intention de déployer ce type de solution, l'état des lieux est indispensable. La protection contre la foudre aussi, parce que je viens de le dire, l'électronique est très sensible à la foudre, donc il faut absolument protéger tous ces éléments. La mise en conformité, parce que dès qu'on met ses mains dans l'armoire, il faut tout mettre en conformité, et ça a un coût, bien évidemment. Et puis la zone de réception, parce que nous aussi dans le Var, on a du relief, et le réseau 3G passe pas partout, donc on a été un petit peu embêtés, même si aujourd'hui tout est résolu. Et on l'a dit, ça a été évoqué aussi, quel devenir pour la 2G et la 3G. Alors nous avons des solutions plutôt 3G et 4G, donc ça va pour la 4G, pas de souci, mais la 3G, pour l'instant elle va fonctionner, mais quand elle disparaîtra, il faudra bien sûr avant traiter le sujet, bien que j'ai vu passer, me semble, une déclaration comme quoi la 3G pourrait avoir un peu plus de durée de vie, parce que je crois qu'il y a des entreprises d'ascenseurs qui ont quelques soucis de gestion. Donc en tout cas, à terme, on sait que ça devrait disparaître. Voilà, nous sommes en tout cas en 3G, 4G avec des cartes SIM multi-opérateurs données. Voilà, donc ça c'est aussi très intéressant. Alors, je le disais, ça a coïncidé avec l'explosion des coûts en électricité. Je peux vous dire que ça a été très vite amorti et que les communes ont été très heureuses de nous voir mettre en place ces systèmes de gestion, parce que quand le coût a explosé, il a fallu très vite mettre en place des extinctions, puisque, bien évidemment, on va pas se la jouer. C'était pas l'aspect environnemental qui primait, c'était surtout l'aspect économique. Et grâce à cet outil, on a pu très vite mettre en place des extinctions très rapidement auprès des communes. Et ça a été vraiment très apprécié. Alors, là aussi, travail important de paramétrage avec les agents. Il a fallu former les agents. Il a fallu former les entreprises aussi, parce que bien évidemment, c'est elles qui gèrent, qui interviennent sur le réseau, et qu'il faut qu'elles aient bien sûr accès, parce que sinon, le gain de temps est nul. Il y a un coût de formation à prendre en compte, mais qui est assez minime, et il faut le prendre en compte dans le marché. Les points d'attention, la foudre, je l'ai dit, bien gérer les heures d'allumage en fonction des secteurs. Alors là, je vais changer de casquette, c'est l'élu d'une commune du Var qui parle. Donc je pars tous les matins vers 7h et je passe devant un collège. Et j'avais réglé mes horloges moi-même sur la commune me concernant, et comme j'aime bien les économies d'énergie, j'avais mis les horloges en position éco. Bon, il y a des secteurs où ça ne posait pas de problème, dans les hameaux, dans les secteurs un petit peu plus excentrés. Mais à côté du collège, en plein hiver à 7h, l'éclairage, il ne marchait pas. Et je peux vous dire que les petits mots des parents arrivés à monsieur le maire, ils me sont bien vite revenus. Donc, l'intérêt d'un système comme ça, en retour, c'est que, il m'a suffi d'aller sur l'outil, de prendre mon petit curseur et de le placer en position confort, et du coup, le problème a été résolu. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même une finesse d'utilisation grâce à ces outils qui nous permet, suivant les secteurs, de gérer, suivant les secteurs, on affine le réglage, et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc on a 4 ans de service actuellement, et il faudra prévoir, bien sûr, après une solution de repli. On va voir. Alors, quelques prises pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a les données concernant, bien sûr, la consommation. Je vais passer assez vite là-dessus. Bien sûr, une cartographie avec des géolocalisations. Ça, c'est grâce à la donnée que nous avions, parce que l'intérêt, c'est que nous avions toute la donnée. Et donc, on l'a transférée. C'est pour ça que ça peut être très rapide de mettre en place cet outil, parce que nous avions la donnée. Parce que sans données, on ne fait rien. Moi, c'est ce que j'appelle la sans data, nada. Si on n'a pas de données, on ne fait rien. Donc ça, c'est impératif. Des tableaux, donc ça, c'est le tableau de réglage des horloges, avec un calendrier, ce qui nous permet de programmer des extinctions, des rallumages au cours de l'année.
14 juillet, je veux éteindre. Voilà. Alors, donc ça c'est ce que propose cet outil, très intéressant. Et enfin, l'état des problèmes sur le réseau. À chaque fois, on peut avoir soit des problèmes de communication, soit une armoire éteinte, etc. Alors, les économies... alors, je vais revenir quand même un petit peu, parce que là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est l'interconnexion avec l'entreprise qui assure la maintenance. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand une armoire tombe en panne, elle est en rideau, il y a un SMS qui est envoyé grâce à la carte SIM, il y a un SMS qui est envoyé directement, et du coup, l'entreprise, sur le numéro d'astreinte, intervient tout de suite. On n'a pas à attendre le lendemain ou de passer un coup de fil, c'est automatique. Donc, une réactivité très importante, et ça, c'est vraiment très appréciable. Les économies, on l'a dit, le calendrier, on génère des économies, les heures modulables selon les secteurs. On ne fait plus intervenir l'entreprise si on veut éteindre une armoire. C'était le cas quand on voulait, par exemple, pour le 14 juillet, il fallait faire intervenir l'entreprise. Et on a pu aussi traiter, alors là, au début, je l'ai dit, c'était l'aspect économique, mais après, c'est l'aspect environnemental qui a pris le pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a été dit tout à l'heure, au départ, on s'est dit comment les administrés vont prendre les coupures, il n'y aura plus d'éclairage, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, finalement, ça a été très bien pris, moi, à ma surprise générale aussi. J'avoue que je ne pensais pas. Mais pourtant, ça a été très bien accepté. Et aujourd'hui, on continue de mettre en place ces extinctions aussi pour créer des trames noires et laisser le... Alors, pas au centre-ville. Moi, je n'ai pas voulu le mettre en place au centre-ville, mais dans les secteurs excentrés, nous continuons sur la commune du Luc à appliquer des extinctions. Et c'est très, très bien perçu. Alors... ça, c'était pour la solution armoire. Alors, l'inconvénient, je dirais aussi, de l'armoire par rapport à la gestion au point lumineux, parce que c'est intéressant de faire le comparatif, c'est que, bien évidemment, la gestion à l'armoire, on dépend du réseau. Donc, on peut très bien, on a plusieurs départs sur une armoire, on peut couper un départ, 2 départs, 3 départs, mais on ne fait pas de la gestion fine au point lumineux. C'est un peu l'inconvénient de cette solution-là. Alors, pour conclure, je vais vous parler aussi de la gestion au point lumineux qu'on vient de mettre en place. C'est pas vieux, elle a 2 mois à peine. On a rénové la commune de Gassin dans le cadre des travaux d'économie d'énergie. Et là, j'ai voulu tester donc la gestion au point lumineux. C'est la solution d'Eclatech qui a été Agora, qui a été choisie, puisque ce sont les luminaires Eclatech qui ont été posés. Et donc là, l'intéressant, c'est que on s'affranchit du réseau. C'est-à-dire que là, on a une passerelle dans une armoire, mais on peut très bien connecter des points lumineux qui viennent d'autres armoires. Donc ça, c'est tout l'intérêt, par exemple, de ce système. On a une zone d'achalandise assez importante, c'est 4 km, c'est 2 km de rayon de chaque côté. Mais par contre, bien évidemment, il y a des prérequis. Et ça, c'est valable quand on rénove les luminaires. Si on veut mettre en place avec des luminaires existants, à mon avis, c'est pas très rentable parce qu'il faut intervenir sur les luminaires existants. Il faut mettre un connecteur Zaga, une antenne intérieure et la passerelle. Donc, pas très évident. Par contre, si on fait des luminaires neufs, là, je pense que ça devient intéressant. On a fait livrer les luminaires avec les nœuds Zaga et les antennes, et donc, du coup, ça a été facile. Et là, c'est à des coûts intéressants. L'avantage, par rapport à la solution armoire, c'est que, par exemple, on peut définir, on se dit que la place de la mairie, on veut pouvoir l'éteindre, et que cette place-là, eh bien, grâce à ces connecteurs sur chaque point lumineux, on va pouvoir déterminer une zone. Cette zone, elle s'appelle place de la mairie, et on va pouvoir l'éteindre ou la rallumer quand on veut, et on s'affranchit du réseau. Voilà. Ça, c'est la différence importante par rapport à une solution armoire. On arrive à gérer des zones et à les piloter plus facilement. Ça a été développé, donc la solution Eclatech, c'est fait avec du Zigbee, voilà, et c'est compatible, et on a des API possibles avec d'autres solutions. Le problème sera de gérer derrière, bien sûr, ce que vont devenir ces données, de trouver une solution interne, parce que c'est ce qu'on voudrait après, trouver une solution. On va consulter et déployer une solution en interne, et pourquoi pas, peut-être, on verra, déployer un réseau LoRaWAN, mais là, c'était pas possible à l'époque, et puis ça coûte quand même assez cher de déployer un réseau LoRa. Il faudra travailler avec les EPCI pour pouvoir cofinancer ce réseau, mais c'est vrai que c'est intéressant, et ça m'intéresse beaucoup, sachant que tout ça, il ne faut pas oublier qu'on en a parlé tout à l'heure avec Guillaume, la révision de l'arrêté sur les nuisances lumineuses en cours, où on parle, d'après ce qu'il m'a dit, de coupures dans les parcs régionaux ou nationaux, et
avec ces outils, ce sera vraiment très facile de pouvoir le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. Bonjour, petite question. Il ne me semble pas avoir entendu parler de détecteurs de présence. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant sur certaines zones, pas forcément sur l'intégralité, d'avoir des candélabres qui ne fonctionnent sur des périodes nocturnes que en cas de présence? Oui. Alors oui, ça fait partie des outils qu'on a utilisés, par exemple, dans le cadre des travaux fond vert. On a mis en place des détecteurs de présence. Bon, là, on parlait de la gestion au point lumineux ou de l'armoire. Mais oui, par exemple, sur ma commune, j'ai un parking où j'ai mis en place des détections de présence parce que c'est pas utile. En plus, l'arrêté dit des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un niveau lumineux de 20% et à détection de présence, ça monte à 100%, une temporisation et derrière, on redescend à 20%. Très utile et il y a même pas de... c'est une solution très simple, hein, j'ai mis des détecteurs et il n'y a pas de lien radio entre les détecteurs. Le fait qu'il y a des candélabres assez proches suffit et ça s'est fait très simplement. Mais oui, la détection de présence est un outil très intéressant, pas partout, mais oui, c'est un outil très intéressant. Voilà. Et ça peut être couplé à un système de gestion au point lumineux. Une dernière question avant de passer à la suite. Bonjour, alors la question s'adresse un petit peu aux quatre. Comment, dans le cadre des marchés publics, vous garantissez la souveraineté numérique et la gestion de l'éclairage public qui peut être stratégique à des moments clés? Puisque par définition, les marchés publics sont ouverts un peu à tout le monde. Comment vous garantissez la souveraineté numérique française? Où sont stockées vos données? Où sont stockées les données? Alors les données sont... Alors nous avons une application métier, par exemple, c'est celle de Lacroix, hein, qui stocke les données. Donc il y a un serveur et on est sur l'application Lacroix. Voilà. Après, alors je ne sais pas où sont stockées les données de Lacroix, mais je me souviens plus ce qu'on avait indiqué dans le marché. Mais voilà, en tout cas, ça dépend d'une application numérique. Et comme je le disais en conclusion, nous, ce qu'on veut, c'est déployer une solution interne derrière pour pouvoir récupérer les données, mais ça, elles nous appartiennent, il n'y a pas de souci, ça a été monté comme ça, et pouvoir assurer cette souveraineté numérique française dont vous parliez. Voilà. Mais voilà ce que je peux dire sur le sujet. Pour compléter, nous, justement, l'avantage de cette surcouche, hein, qui est complexe à mettre en œuvre, mais c'est qu'on a mis en place toute une batterie de serveurs qui nous appartiennent, comme on a aussi la gestion du réseau numérique. Donc ces serveurs, on a créé un certain nombre de machines virtuelles et le but, c'est de stocker toutes les données dans nos locaux sécurisés avec lesquels on a des conventions avec la gendarmerie pour justement garantir à la fois le côté souverain de la donnée et local. Voilà. Mais le point où aujourd'hui on travaille, c'est pour éviter le rebond de données entre le fabricant de modules et notre plateforme. Donc on cherche maintenant à aller chercher la donnée en direct auprès du module. Et aussi un des avantages du réseau fibre qu'on voit à terme, c'est de pouvoir le véhiculer nous-mêmes sur notre propre réseau activé, nos propres VLAN et sur notre infrastructure, là qu'on maîtrise là depuis un certain nombre d'années. Mais c'est relativement complexe, mais néanmoins on est en train de trouver les solutions pour le mettre en œuvre. Et un des avantages du contexte actuel, c'est que ça fait écho auprès des collectivités, où hier j'étais sur une table ronde sur la côté cybersécurité Nice 2 avec la préfecture et la ministre du numérique. Bon, voilà, on a vraiment un alignement des planètes pour ce type de solution où auparavant on regardait le prix et finalement la fonctionnalité, mais pas ce côté souverain. Nicolas, dans ce beau département de Lyon, est-ce que la localisation des données est une question qui fait sens? Alors, en 2017, quand on a commencé à travailler sur le sujet... En 2017, non, mais effectivement, c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Et effectivement, on est en phase de republication du marché et on est effectivement vigilant sur le respect de la réglementation pour imposer idéalement du stockage en France ou voire au maximum pas plus loin que l'Europe.